Donc on va passer aux recommandations de la Société marocaine de rhumatologie concernant la prise en charge thérapeutique de la spondyarthrite ankylosante grave. Donc ces recommandations sont venues suite à la demande de l'Agence d'assurance maladie de mettre en place des recommandations de bonnes pratiques médicales pour la prise en charge de cette maladie qui est donc l'ALD numéro 32. Et il voulait que ces recommandations, ce référentiel, soient basées sur des données récentes, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques. Donc, le but essentiel de ce référentiel était de proposer un outil aux médecins spécialistes capables de l'aider en pratique de tous les jours dans la prise en charge de ces patients, avec pour objectif d'améliorer la prise en charge, de la rendre la plus consensuelle possible et conforme et en adéquation avec les recommandations internationales, tout en l'adaptant à notre contexte marocain. Alors pour ce faire, la cible principale de ces recommandations sont l'ensemble des professionnels de santé et plus particulièrement les rhumatologues. Donc un groupe de travail a été désigné par la Société marocaine de rhumatologie. Et comme tout groupe de travail dans le cadre de recommandations, il était composé d'un président, d'experts de société et d'un méthodologiste. Une première version des recommandations a été rédigée à partir de celles de l'ASAS-ELAR, de la SFR et de la CR, et de résultats de revues systématiques de la littérature portant sur l'efficacité des traitements biologiques et les données de tolérance. Alors, à la suite de cette première mouture, donc, on a eu une réunion de travail présentielle qui a permis l'élaboration de premiers libellés qui ont été exposés à une discussion, puis soumis à un comité de lecture. Lequel comité de lecture comprenait différentes spécialités, en plus des rhumatologues, médecins internistes, traumatologues, spécialistes en médecine physique et rééducation, pharmacologues et un médecin généraliste. Et donc la version finale a été modulée en fonction des remarques des deux groupes. Donc le résultat a été 42 recommandations, 3 rentrant dans le cadre nosologique, 8 par rapport aux principes généraux du traitement et 31 recommandations thérapeutiques qu'on a livré à l'ANAM en janvier la fin du mois 2017. Donc, on ne va pas toutes les voir en revue, mais on va voir les principales, et puis elles pourront être soumises à la discussion par la suite. Donc, le premier point était la terminologie qui avait largement changé depuis les anciennes recommandations. Comme vous le savez tous, on parle plus de spondyarthrite, mais de spondyloarthrite, avec leur forme axiale et périphérique selon les critères d'ASAS. Donc, même si c'était des recommandations purement thérapeutiques, on a insisté pour mettre 2 lignes dans le référentiel sur ce thème-là, pour qu'on puisse par la suite faire entrer les malades qui ne sont pas spondyarthrite ankylosante grave, dans le cadre de ces malades qui vont recevoir donc l'ensemble des traitements. Concernant les principes généraux, il n'y a pas eu de grosses modifications. Donc nous avons insisté dans le cadre des recommandations sur le diagnostic précoce, qui est fondé sur l'avis du praticien rhumatologue par rapport à un faisceau d'arguments, que c'est le rhumatologue qui est le spécialiste qui coordonne la prise en charge des patients ayant une spondyarthrite en collaboration avec le médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins. Que aussi bien le diagnostic et la prise en charge thérapeutique donc, doivent être précoces pour l'intérêt du patient et que la décision thérapeutique est une décision médicale partagée entre le patient et le médecin. On a rajouté une recommandation par rapport aux comorbidités et aux manifestations extra-articulaires en insistant sur le rôle du suivi, aussi bien cardiovasculaire, le dépistage rigoureux des infections, le risque fracturaire et le suivi ophtalmologique de ces patients. Alors ensuite, par rapport aux recommandations thérapeutiques, donc bien sûr, il y a les traitements non médicamenteux et les traitements médicamenteux. On a insisté sur le rôle de l'information et de l'éducation thérapeutique comme recommandation à part. Ensuite, il y a eu le rôle de la rééducation, qui a pour but de conserver une adaptation socio-professionnelle satisfaisante, le rôle de corset et d'orthèse dans certains cas. Et ensuite, on est passé au traitement donc pharmacologique. Donc, les anti-inflammatoires sont indiqués en première ligne. La variabilité individuelle fait que, avant de changer de traitement, il faudrait faire laisser d'au moins 3 molécules à la dose maximum tolérée pendant au moins 3 semaines. En cas de prise continue, une surveillance régulière des comorbidités devrait être faite.
Et les antalgiques pourraient être utilisés en association, le cas échéant. Alors, dans le cas de manifestations périphériques, les injections locales de corticoïdes au site symptomatique peuvent être faites. La corticothérapie générale, par contre, n'est ni recommandée ni justifiée dans les manifestations axiales, comme vous le savez. Alors, concernant donc le traitement de fond, il est envisagé en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance aux INS. Aucune efficacité n'a été démontrée dans la spondyarthrite, dans les formes axiales de spondyarthrite concernant les dédimers classiques. Et donc l'utilisation des traitements de fond conventionnels pourrait être envisagée chez les malades présentant une atteinte articulaire périphérique insuffisamment contrôlée par les INS. Et leur choix pourrait être modulé selon les signes cliniques. Par exemple, les fumoïdes ou le méthotrexate auraient une meilleure réponse sur atteinte cutanée, du psoriasis, et la salsopyrine en cas d'uvéite récidivante. Alors, l'instauration d'un traitement par anti-TNF devrait être proposée en cas de maladie active et résistante au traitement conventionnel. Une spondyarthrite active a été définie par un BASD supérieur à 4, un ASDAS supérieur à 2,1, une CRP élevée ou la présence de lésions inflammatoires dans l'articulation sacro-iliaque ou le rachis à l'IRM. Alors, mis à part le cas de la spondyarthrite active, il pourrait être aussi instauré, selon l'avis d'experts, en cas de coxite réfractaire, d'uvéite réfractaire ou en cas d'inflammation biologique importante et persistante. Alors, par rapport au choix de l'anti-TNF, aussi bien les anticorps monoclonaux que les récepteurs solubles peuvent être indiqués. Les biosimilaires de l'infliximab ont les mêmes indications que le Princeps, donc que l'infliximab. La réponse thérapeutique aux anti-TNF doit être évaluée après au moins 3 mois. L'efficacité durable a été prouvée pour une prise continuelle. Cela dit, en cas de rémission ou de faible activité, on peut envisager une diminution de la posologie ou un espacement des doses. Donc, en cas d'inefficacité primaire ou secondaire d'un agent anti-TNF, on peut augmenter la posologie, donc la posologie de ce même anti-TNF. Mais dans ce cas, il faudrait faire un dosage du taux sérique de biomédicaments et éventuellement la recherche d'anticorps antibiomédicaments. Une autre possibilité serait le switch, donc la rotation vers un autre anti-TNF ou vers un agent biologique non anti-TNF comme le secukinumab. Donc la chirurgie peut être réalisée dans certains cas, notamment l'arthroplastie totale de hanche. Donc, en conclusion, devant un diagnostic avéré de spondyoarthrite, le traitement non pharmacologique est valable pour tous les patients, essentiellement l'éducation et la formation du patient, l'exercice physique et la physiothérapie. Par la suite, le traitement de première ligne est l'anti-inflammatoire. Donc, les anti-inflammatoires doivent être au moins au nombre de 3, réalisés pris pendant 3 semaines d'essai à leur posologie maximale. Et en cas de réponse inadéquate, on va définir ce que c'est qu'une réponse inadéquate. Donc, dans le cas de la spondyarthrite axiale, c'est une réponse insuffisante aux INS avec un BASD supérieur à 4 ou un ASDAS supérieur à 2,1. Pour les spondyarthrites périphériques, c'est une réponse donc, insuffisante aux INS ou à 1 10-Mars associée à un nombre d'articulations gonflées et douloureuses supérieur à 3. Et pour les spondyarthrites périphériques ou anthésiques, c'est une réponse à INS insuffisante associée à des signes objectifs d'inflammation tels que la douleur. Tout ceci étant associé à des signes objectifs d'inflammation tels que la synovite sur l'échographie, une CRP élevée ou une imagerie inflammatoire au niveau des IRM. Mais en leur absence, nous avons laissé toujours la possibilité aux experts, donc aux rhumatologues, de prendre en considération l'état clinique du patient, l'existence et l'évolutivité des manifestations articulaires et extra-articulaires pour donc mettre en place le traitement. Donc, en cas de réponse inadéquate et devant une spondyarthrite axiale, on met en place un premier anti-TNF. En cas de bonne évolution, donc on continue les traitements. En cas de réponse inadéquate, après au moins 3 mois de traitement, on peut faire une rotation vers un autre anti-TNF ou vers un anti-IL-17. Dans les cas de la spondyarthrite périphérique, donc on commence par les C10-Mars. Et dans ce cas-ci, soit on a une bonne évolution et on continue le traitement,
Autrement, en cas de réponse inadéquate, on passe aux anti-TNF. Et pareil, on attend 3 mois. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, on peut soit faire un switch vers un autre anti-TNF, soit vers un anti-IL-17. Donc, je remercie l'ensemble du groupe de travail qui a participé à l'élaboration des recommandations et à la SMR de m'avoir impliqué dans ces recommandations. Et je ouvre la discussion pour vos éventuelles remarques ou commentaires. Merci.